Dimanche 18 décembre 2022, bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Tout de suite, les titres de cette édition. Le vice-président de la République, Tiemoko Melia-Kone, a échangé hier avec les cadres et la chefferie du Grand Centre de la Côte d'Ivoire. Une rencontre au cours de laquelle il a été essentiellement question de développement, de cohésion sociale et de développement de la région. Tous s'y sont engagés. Le Premier ministre, lui, a procédé hier à l'inauguration de l'hôtel communal de Boundiali, un joyau architectural multifonctionnel de plus de 780 millions de francs CFA. Pour Patrick Hachi, cette transformation de Boundiali et de la Bagoué est matérialisée par les grands chantiers en cours, notamment le futur CHR et tous les projets prévus dans le PS Gouv 2. Le taux de participation pour le scrutin législatif tunisien hier était de 8,8% selon le président de l'autorité électorale. Cette forte abstention intervient alors que les pouvoirs du Parlement se sont considérablement réduits avec l'adoption d'une nouvelle constitution instaurant un régime ultra-présidentiel. On en parle dans une demi-heure. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a entrepris depuis quelques années des réformes dans le but d'offrir aux populations des services de qualité et d'améliorer ainsi leur cadre de vie. Malheureusement, les reproches ne cessent pas. Le ministère est toujours montré du doigt, généralement par ceux qui ne savent pas, ceux qui ne s'informent pas. Le ministère de la Construction, le département de Bruno Nabagné-Kone a donc décidé d'apporter des réponses aux préoccupations récurrentes des populations, d'où l'organisation des journées portes ouvertes dénommées Opération Tiroir Vide, couplée d'une caravane dans plusieurs communes du district d'Abidjan. L'opération a pris fin il y a 72 heures. Nous avons donc invité le directeur général du guichet unique du foncier pour nous en parler un petit peu. Et Ousmane Koulibaly a accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, votre objectif, c'était bien d'informer les populations sur l'ACD, sur le permis de construire et puis sur le contrat de bail. Sur le contrat de bail. Le contrat sécurisé. Sécurisé de bail, à usage d'habitation, comme on dit. Donc, ce sont ces trois produits-là que nous avons présentés. Mais nous avons présenté aussi les perspectives du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme concernant le traitement du foncier urbain à travers le système intégré de gestion du foncier urbain. D'accord, le SICFU. Le SICFU. Et nous en parlerons en détail tout à l'heure. Beaucoup. Bilan satisfaisant? Très satisfaisant. Très satisfaisant. Alors, vous allez nous le déballer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. On se retrouve dans 30 minutes. Merci. Le vice-président de la République était cette semaine à Tiebissou pour inaugurer la section Yamoussoukro-Tiebissou de l'autoroute du Nord. Occasion pour Tiemoko Melia-Kone de s'entretenir avec les cadres et la chefferie du Grand Centre. Au centre donc des échanges, la cohésion sociale et le vivre ensemble, seul gage d'un développement certain. Mahama Traoré a pu assister à la rencontre et nous en fait le compte-rendu. À l'entrée de la ville de Tiebissou, Tiemoko Melia-Kone est accueilli par les présidents des deux chambres du Parlement ivoirien, les autorités préfectorales, administratives, les élus et cadres de la région du Bélier. Au menu de cette visite de travail, une rencontre avec les cadres et les têtes couronnées de la région. Elle se tient à la résidence du ministre Amédée Kofi Kwaku dans le village de Kondé-Yaokro. Au cœur des échanges, le renforcement de la cohésion sociale. En 2020, Tiebissou avait connu des tensions en période électorale, une page sombre que les cadres veulent définitivement tourner pour s'engager dans la dynamique de développement que connaît le pays. Excellence, nous vous prions de lui dire qu'hier, nous étions avec lui. Aujourd'hui, nous le sommes. Demain, plus qu'hier, il peut compter sur nous. Parce que nous sommes ses soutiens naturels, mais également parce que le Grand Centre veut le développement. Et le développement, pour nous, a un seul nom, Alassane Ouattara. Les cadres peuvent compter sur le soutien des chefs coutumiers pour tenir un tel engagement. Les cadres, unissez-vous. Nous, les chefs, là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Tous les chefs. Pas seulement les baoulés. Tous les chefs, nous sommes d'accord. Mais les enfants qui travaillent, nous sommes pour eux. Nous sommes là pour la paix. Aujourd'hui,
c'est le RHDP qui est là. Donc, que vous soyez de n'importe quel parti, unissez-vous avec vos frères, travaillez ensemble pour que la paix d'Houphouët-Boigny soit la paix de l'Afrique, la paix de la Côte d'Ivoire. Ravi de cet état d'esprit nouveau, le vice-président Tiemoko Melie Kone promet d'être l'émissaire du Grand Centre auprès du président Alassane Ouattara. Vous me chargez de lui demander de reprendre la confiance qu'il a en vous, parce que vous avez confiance en lui. Si je dois résumer tout ce que nous avons dit aujourd'hui, ça se résume à ça. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Vous êtes avec lui, il est avec vous, ça veut dire que nous sommes ensemble. Je traduirai très fidèlement ce que vous venez me dire. Nous devons vivre ensemble. Le vivre ensemble est un mot important pour le président Houphouët d'abord et Alassane Ouattara en plus. Vivre ensemble dans la paix et dans la concorde. Je crois que c'est ça qu'on souhaite. Cette rencontre d'échange s'est tenue en marge de la cérémonie d'inauguration de la section Yamoussoukro-Tébissou de l'autoroute du Nord. Notre reporter Mahama Traoré a ensuite recueilli les impressions de quelques cadres de la région, des cadres qui ont pris part à la rencontre. On les écoute. C'est vrai qu'en 2020, il y a eu quelques péripéties, mais tout ça est derrière nous. Aujourd'hui, nous pensons que les routes, les ponts sont des facteurs de cohésion et de réconciliation entre l'ensemble des peuples. Le message qui est passé à travers nos chefs qui nous ont priés de travailler dans l'union et également le message du vice-président de la République qui, au nom du président de la République, nous a exhortés à entretenir ce climat de paix, de fraternité, seul capable de nous mettre ensemble pour entretenir le vivre ensemble et concevoir et promouvoir le développement. Nous disons grand merci au vice-président de la République et à travers lui, à son excellence, M. Alassane Ouattara, pour ce qu'il fait pour nous, les cadres de Yamoussoukro. Nous sommes aujourd'hui dans une union et nous avons décidé vraiment de parler le même langage pour le développement et pour le bonheur de la population. On ne peut que remercier le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait. Il ne fait que continuer l'œuvre d'Houphouët-Boigny. Quand il dit qu'il est là, qu'il est le fils d'Houphouët-Boigny, ça se sent. Et c'est par ses actes, les actes qu'il pose, on sent que c'est le digne fils d'Houphouët-Boigny. On quitte le centre de la Côte d'Ivoire, direction le nord, dans la Bagoué précisément. Le Premier ministre y était hier pour inaugurer le magnifique hôtel communal de Boundiali. 2 blocs de bâtiments flambant neufs, imposants, surplombant la ville, dont la réalisation aura coûté plus de 784 millions de francs CFA. Le reportage de Franck Quadio. Le Premier ministre Patrick Achi est dans la capitale de la Bagoué. Étape principale de cette journée marathon, la mise en service de cet outil de développement, un hôtel communal qui sonne pour les populations comme un sésame pour impulser d'autres pistes de développement. Pour un petit problème d'extrait, on avait beaucoup de difficultés liées à ça. Donc dès l'arrivée de notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Kone, les choses ont commencé à s'améliorer. C'est qu'à Boundiali, la municipalité conduite par le député-maire Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale, a engagé et réussi avec le soutien du gouvernement plusieurs chantiers, dont la voirie, l'électrification, l'accès à l'eau et l'école. Cette cérémonie est alors pour l'élu une occasion de remercier le président Alassane Ouattara. Cet hôtel communal comprend un bâtiment administratif, 2 bâtiments dédiés aux cérémonies, dont l'une des salles, la salle de mariage, porte l'illustre nom de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Le coût total des travaux est de 784 550 000 francs CFA. En écho, plusieurs personnalités, dont le ministre Bruno Kone-Nabanye, cadre de la région, le ministre d'État Kenebi Raïma Ouattara, le président de l'Ivicosi, ministre des Sports, Paul Claude Dao, mais surtout Anne-Désiré Ouloto. Si Mariatou Kone n'avait pas été choisie pour être la candidate ici du RHDP à l'élection municipale de 2018, on n'aurait pas eu tous ces investissements qui ont été réalisés ici. Elle a été choisie à juste titre et je voudrais, en son nom, dire merci.
au président de la République. Mais pour bénéficier de façon optimale des effets du développement, il faut renforcer la cohésion et l'esprit civique. C'est en tout état de cause l'appel du patron de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, qui s'est adressé directement aux populations. Chers parents, il y a une seule chose qui vaille, c'est la fraternité. Parce que pendant longtemps, des ambitions ont souvent opposé des frères entre eux, des sœurs entre elles. Mais aujourd'hui, avec ce que Boundiali est en train de devenir, la seule chose, le seul message que vous pouvez envoyer au président Alassane Ouattara, c'est cette force de l'union. Développement, cohésion, civisme, le Premier ministre Patrick Achi, au-delà de l'action cérémoniale, s'est appesanti sur la densité des différents projets de développement réalisés au bénéfice des populations rurales. Notre cérémonie de ce jour n'est donc pas simplement l'inauguration de cette maison des citoyens essentiels qu'est l'hôtel de ville de Boundiali, mais bien au-delà. Elle est le symbole de la transformation accélérée de la Bagoué et de Boundiali. Parler de cette transformation de Boundiali et de la Bagoué, c'est parler également des travaux du futur centre hospitalier de Boundiali, mais également de Kouto. C'est parler également de tous les projets prévus dans le deuxième programme social du gouvernement qui sont en cours pour renforcer les infrastructures scolaires, amener beaucoup plus d'eau potable dans les départements de Boundiali, de Kouto ainsi qu'à Tengrela. Des populations reconnaissantes qui ont traduit leur engagement à accompagner l'action gouvernementale par des présents. La région du Bafing bénéficie elle aussi d'investissements. Rien qu'en 2020, près d'1,5 milliard de francs CFA y ont été injectés dans le cadre donc de l'emploi jeune. Résultat, de nombreux bénéficiaires des différents programmes enregistrés. Cette semaine, à Touba, le ministre de la Promotion de la Jeunesse en a présenté près d'1 millier. Depuis Touba, le reportage de F. Boué. Place Siboua de Touba. Ces jeunes, au nombre de 854, issus de la région du Bafing, sont bénéficiaires d'un programme dans le cadre de l'emploi jeune. Ce sont les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, des formations en aide-soignant, en culture maraîchère, en élevage, le financement des activités génératrices de revenus, les permis de conduire. Un montant de 364 825 000 francs CFA sera mis à leur disposition pour leur insertion professionnelle. Ce programme spécial a été impulsé par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, cadre du Bafing. Les bénéficiaires sont reconnaissants. Et reconnaissants, nous le sommes envers le président Alassane Ouattara, qui a mis au cœur de sa politique l'insertion et la saine occupation des jeunes visant à relever la dignité de ceux-ci. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse a saisi l'occasion pour rappeler l'ensemble des autres investissements de son département dans cette région depuis 2020. Lorsque je fais le point de l'ensemble de ces interventions dans le Bafing pour 2020 et 2021, ça n'a rien à voir avec les 854 jeunes pour 300 millions que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est 4 125 personnes qui ont bénéficié de 1 milliard 72 582 939 francs CFA, dont nous mettons à disposition donc les listes de tous les bénéficiaires, c'est-à-dire les 4 125 personnes dans le Bafing qui ont bénéficié donc de l'action du gouvernement et de l'État. Les autorités entendent compter sur l'engagement de cette jeunesse à assurer son autonomie financière dans quelques années. La jeunesse du Bafing, une jeunesse qui en veut et donc qui a besoin d'un petit coup de pouce, et c'est ce que le gouvernement apporte. J'espère qu'on aura ici comme ailleurs le prochain Aliko Dangote dont on sera tous fiers. En marge de cette cérémonie, la phase pilote du programme routier en régie a été lancée ce jour. Il s'agit de l'installation du parc territorial de matériel de travaux publics de Touba. Ce matériel, composé de 17 engins et véhicules, assurera l'entretien du réseau routier de la région du Bafing et des départements voisins de Man, Biankouman, Séguéla et Odiéné.
Côte d'Ivoire, enseignement supérieur et recherche scientifique, bilan, défis et perspectives. Voilà le thème de l'invité du forum, cette tribune d'échange des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Adama Diawara en était l'invité cette semaine. Il a évoqué tout ce qui est mis en œuvre dans son secteur. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Plus d'une vingtaine de patrons de presse scotchés aux lèvres du ministre Adama Diawara, l'invité du forum, leur tribune d'échange. Bilan, défis et perspectives du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont à l'ordre du jour. L'accroissement des capacités d'accueil de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'ouverture des restaurants universitaires de Daloa et de San Pedro, le recrutement de plus de 400 enseignants-chercheurs, des chantiers en cours avec un taux de réalisation de plus de 60% sont, entre autres, les aspects de l'action gouvernementale dans ce secteur. Ces notes en main que le président du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, Trabi Charles et autres confrères ont pu actualiser leurs données. J'avoue qu'en tant que journaliste, il y a des informations que je n'avais pas et qui m'ont été données sur tout ce qui a été réalisé, notamment la construction des universités, notamment les financements. Aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Côte d'Ivoire deviennent un pan du développement de ce pays. À l'issue de cette entrevue, le ministre Adama Diawara rassure et promet. Nous avons évoqué les défis qui se posent dans notre sous-secteur aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait par l'État. Au niveau des réformes, nous en avons beaucoup. Et d'ailleurs, ces réformes-là sont synthétisées dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. La plateforme, l'invité du forum, répond aux besoins des directeurs de publication d'échanger sur d'épineux sujets d'actualité. Créé en 2013, le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire enregistre plus de 70 membres. Un reportage signé Jean-Marc Djadji et Ulrich Adongon. Le dimanche de la solidarité, c'est un concept du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il consiste pour la ministre Belmonde Dogo de rendre des visites inopinées à des familles vulnérables pour leur apporter le réconfort de l'État. Dimanche dernier, ce sont des familles de Bouaké et Afotobo, à Béoumi, qui ont reçu la visite de la ministre et de ses équipes qui sont arrivés les bras chargés de vivres et de non-vivre. Djeneba Ouattara, Corona Soro, RTI Bouaké. Bouaké Dar es Salaam Petit Marché. Yasmil Keïta, handicapé moteur 10 ans en classe de CE2, reçoit la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmonde Dogo y est pour apporter réconfort à cette fillette que son ministère assiste depuis 2021. Dans son élan de solidarité, une visite surprise l'a conduite également au domicile des dames Adjoa Ange Michel, au quartier Aouniansou pour s'enquérir de l'état de santé de son bébé de 4 mois, opéré d'une hydrocéphalie il y a de cela 1 mois. Puis dans la famille de Foto Afoué Sabine, qui a perdu ses 2 jambes à la suite d'un accident de la circulation. Après Bouaké, qu'a permis sur Afotobo, village du département de Béoumi, la ministre est venue s'enquérir de l'état de santé de Kofi Gédéon et de Kofi Jaurès, 2 gamins ayant subi une intervention chirurgicale d'une hernie étranglée. À toutes les étapes de cette tournée, chaque enfant et famille ont bénéficié des présents, des vivres, de non-vivres, ainsi que d'un appui financier de la part du gouvernement. L'action sociale s'inscrit dans le cadre du dimanche de la solidarité. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir l'assistance du gouvernement, leur donner l'assurance que 2023, le gouvernement prend l'engagement de faire mieux que 2022. Donc, chaque Ivoirien, peu importe qui il est, a du prix aux yeux du gouvernement et nous prenons l'engagement l'année prochaine de répondre aux attentes des Ivoiriens. Geste salué à leur juste valeur par les bénéficiaires. Je remercie Papa Alassane Ouattara et maman Dominique, Madame la ministre, pour tout ce qu'elle a fait pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Parce que sans elle, aujourd'hui, on pouvait mourir, quoi. Elle nous a soutenu ma grand-mère, faire tout et donc lui rendre toute la gloire. Et dit grand merci de ce qu'il a fait, le début jusqu'à aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, c'est dépassé, vous venez dans cette maison, oui, Seigneur. Après Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké est la 3e ville du pays à bénéficier des actions du dimanche de la solidarité, qui, à ces jours, a permis de venir en aide à plus de 45 000 ménages.
À ce qu'on dit, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est si agréable de donner le sourire aux autres. Du côté de Kokrom, c'est l'avènement de la lumière qui a fait le bonheur des populations. Kokrom, c'est dans le département de Grand Laou. Le village vient d'être raccordé au réseau électrique national. Bonne raison donc pour les habitants de chanter et de danser et surtout de dire merci au gouvernement pour avoir pensé à eux en cette fin d'année. Le témoignage de Sam Conan. Les habitants du village de Kokrom dans le département de Grand Laou sont dans la joie. Et pour cause, le village sort des ténèbres après plus de 60 ans. Kokrom est désormais connecté au réseau électrique national. Je suis trop content, je suis heureux d'avoir la lumière ici à Kokrom. Je dis merci beaucoup au président de la République qui ne lance pas ses mots en l'air. Et quand il le dit, il le fait. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on vient d'avoir la lumière à Kokrom. Pendant combien d'années que Kokrom n'est pas électrifié? Aujourd'hui, le courant est là. On dit grand merci au président. On prie pour lui, puisque nous voulons l'avancée du pays. Pour le député maire de San Pedro, Félix Anoublé, parrain de la cérémonie, les populations de Kokrom ont raison de manifester leur joie et leur reconnaissance envers leurs bienfaiteurs. Le président Alassane Ouattara, qui pense à toutes les localités du pays dans sa politique de développement. Vous avez la lumière donc de l'électricité et vous aurez la lumière du développement. Donc ensemble, nous disons merci au président Alassane Ouattara pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, mais pour ce qu'il fait pour Kokrom. Et c'est pourquoi je voudrais donc profiter pour vous dire que quand celui qui donne, on lui dit merci, il faut savoir accompagner le merci. Et on vous demande de vous inscrire sur la liste électorale. Il y a des gens qui sont là, ils ont leur papier, mais jamais ils ne votent. Quand on dit d'aller voter, on dit oh, ça là c'est affaire des paresseux. Ou bien on dit oh, je gagne quoi dans vote? Tu gagnes beaucoup dans vote. Hein? Bientôt, un collège de proximité à Kokrom, grâce à la mutuelle de développement. La pose de la première pierre a eu lieu à l'occasion de la fête de la lumière. C'est fait, c'est officiel. La politique nationale de protection de l'enfant vient d'être validée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une politique qui permettra de lutter efficacement contre les violences faites aux enfants et aux femmes. Godefroy Okambawa nous en dit plus. Selon une enquête conduite par le gouvernement et ses partenaires au cours de ces dernières années, plus de 65% des garçons et 58% des filles de 13 à 24 ans ont subi tout type de violence au cours de leur enfance. Des chiffres qui indiquent que la violence à l'égard des enfants est réelle. C'est pourquoi le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et ses partenaires renforcent ces dispositifs stratégiques et valident la politique nationale de la protection de l'enfant pour la période 2021-2025. La toute première politique nationale de protection de l'enfant date de 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, ça fait pratiquement 10 ans. Une politique, la durée de vie d'une politique, c'est environ 10 ans. Donc il est tout à fait normal que la Côte d'Ivoire, vraiment pour, renforcer son système national de protection de l'enfant, ait une nouvelle politique. L'UNICEF se réjouit de cette validation qui va également donner un cadre pour tous les partenaires, pour tous les acteurs, pour des actions qui seront mieux coordonnées et cohérentes pour appuyer, pour prendre en charge les enfants victimes de violences, d'abus et d'exploitation. Pour la tutelle, les violences faites aux enfants constituent de graves violations des droits humains. Cette nouvelle orientation s'affiche comme une réponse efficace pour la protection de l'enfant. Ce document constitue la réponse à la protection de manière globale de l'enfant en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé ce processus d'actualisation de la nouvelle politique qui a commencé depuis 2020 et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'apothéose, c'est-à-dire la finalisation et la validation. Après validation de ce PNPE, il sera proposé en Conseil des ministres pour son adoption. La reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus appréciée qu'un salaire. Les agents de cette microfinance qui viennent de recevoir des médailles d'honneur se disent heureux et fiers de la reconnaissance de leur mérite. Leur dévouement est ainsi reconnu après de nombreuses années de travail, de 15 à 20 ans de service pour certains, jusqu'à 35 ans pour d'autres. On reste avec Godefroy Okambawa. Ils sont au nombre de 43
agents des structures de microfinance de la place à être décorés pour leur abnégation au travail et aux services rendus aux populations à travers leurs actions. Des médailles d'or, de merveilles et d'argent après 15 et 35 ans de service. Des récipiendaires engagés à faire encore mieux pour ceux qui sont encore en activité. Ce qui me réjouit, c'est que l'État a reconnu tous ces efforts. C'est ça ma joie, c'est ce qui est sur ma poitrine. Donc c'est une reconnaissance qui me réjouit. Je suivais le fonds de la première dame, le FAFSI, et je pense que cette médaille-là représente vraiment tout le travail qui a été fait pour que ce projet-là puisse être bien mené. Les responsables de cette institution saluent le professionnalisme des agents et souhaitent garder la place de la meilleure microfinance en Côte d'Ivoire. Les médailles d'honneur du travail instituées par l'État à travers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour récompenser l'ancienneté et la qualité des services effectués par les agents des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est une institution qui honore tous ceux et celles qui ont servi et bien servi les entreprises et la nation ivoirienne. Ces médailles sont une reconnaissance de vos qualités professionnelles et de votre investissement après toutes ces années de travail. En plus de la remise de médailles, d'autres agents ont fait valoir leur droit à la retraite. Le tourisme, s'il est solidaire et responsable, permet de préserver toutes les facettes d'une culture. La venue des voyageurs permet de mettre en lumière les différents trésors identitaires du pays et d'encourager sa préservation et son entretien pour les générations futures. C'est donc un atout pour notre belle Côte d'Ivoire. Les acteurs appellent l'État à l'aide pour mieux organiser leur secteur. C'est au micro RTI 1 de Didier Nguessan et Joël Gomez. Les acteurs du secteur du tourisme s'organisent pour une meilleure visibilité de leur activité. Au cours d'une rencontre, ils ont plaidé pour une meilleure gouvernance et l'application des tests qui régissent leur secteur. Il y a certains opérateurs qui échappent à la fiscalité traditionnelle. Il y a de la mauvaise concurrence, donc il y a beaucoup d'opérateurs aussi qui n'ont pas les papiers, quand bien même ces opérateurs ont des papiers, des impôts, registre de commerce, compte contribuable, mais ces opérateurs ne sont pas en règle avec le ministère de tutelle et pas forcément par la faute des opérateurs. On se retrouve dans des situations où on n'a pas de texte de loi qui nous dit exactement qui a le droit d'inspecter un établissement, comment on inspecte un établissement, qu'est-ce qu'on cherche dans l'inspection d'un établissement. Donc un inspecteur qui vient avec juste un papier disant qu'il vient vous inspecter, il n'y a pas un recours pour nous pour savoir quels sont les textes de loi. Les opérateurs touristiques ont surtout souhaité la mise en place de plans de formation pour une professionnalisation des acteurs de la filière. À présent, un petit mot de l'actualité Covid. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 87 911 cas confirmés de Covid-19 avec 830 décès. On va retrouver Serge Pacom Didi. Il nous amène au cinéma, à la 3e édition de la Nuit ivoirienne du 7e art. Les meilleurs acteurs du cinéma ont été récompensés et le grand lauréat cette année est Hyacinthe Oussoun, réalisateur du long métrage à succès Djagassa qui pointe du doigt le phénomène du travail des enfants dans les mines. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à cette soirée cinéma. Le grand lauréat de Dissador 2022, Djagassa de Hyacinthe Ounsou. Hyacinthe Ounsou, réalisateur du film Djagassa, est le grand lauréat de la 3e édition de la NISA, Nuit ivoirienne du 7e art. Événement annuel qui célèbre ses acteurs. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce soir. Je suis content pour mes équipes parce que nous avons tourné ce film dans des conditions difficiles, grâce à la détermination de mes équipes, mais surtout grâce au ministère de la Culture, à travers le FONSIC. On ne peut que s'appuyer sur l'audiovisuel et le cinéma pour vendre notre pays, pour le faire connaître. Djagassa, c'est la grande surprise. Parce que c'est un film de qualité, on espérait, on priait et vraiment on est content que Hyacinthe Oussoun ait gagné le plus grand prix ce soir. L'acteur Flank Vlehi reçoit le trophée grand public avec sa série télé Les coups de la vie. La série Cacao, quant à elle, repart avec le trophée du meilleur scénario. Un prix d'honneur est attribué à Bienvenue Neba pour l'ensemble de sa carrière. Ce sont au total 18 trophées qui ont été décernés. Animation, cinéma, animation, on va dire c'est le début de l'accomplissement
de tout ce travail-là. Je suis très content d'avoir reçu ce prix. Pour la petite histoire, on va dire que je lui cours après depuis. Elle n'est pas facile à draguer. Cette fois-ci, je l'ai par la grâce de Dieu. Le cinéma en Côte d'Ivoire commence vraiment à prendre. Je suis très heureux. Ça veut dire que ce que nous faisons est vu, est suivi. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de la Culture et de la Francophonie, elle aussi honorée. On voit des productions de qualité, on voit des acteurs de qualité, on voit des réalisateurs de qualité, on voit des techniciens de qualité et tout cela fait notre fierté. C'était une belle cérémonie. Nous souhaitons qu'elle puisse s'institutionnaliser. Nous continuerons de soutenir cette initiative parce que nous sommes convaincus que le cinéma, la production audiovisuelle dans son ensemble peut avoir une part de plus en plus importante dans notre PIB. Cette troisième édition de la NISA, marquée par des ateliers de réflexion sur la professionnalisation, la digitalisation du secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Un reportage de Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. L'actualité internationale à présent. À l'heure de la fermeture des bureaux de vote à 18h hier, le taux de participation pour le scrutin législatif tunisien était de 8,8% selon le président de l'autorité électorale. Cette forte abstention intervient alors que les pouvoirs du Parlement se sont considérablement réduits avec l'adoption d'une nouvelle constitution instaurant un régime ultra-présidentiel. Le taux de participation révèle aussi l'échec du président de la République à ramener les électeurs vers le vote avec déjà le faible taux de participation à son référendum constitutionnel en juillet dernier. Seulement 30,5% des votants avaient exprimé leur voix. Et voilà qui nous amène au magazine du dimanche. Notre invité ce jour est le directeur du guichet unique du foncier et de l'habitat. C'est Ousmane Koulibaly. Il nous a rejoint en plateau. Encore une fois, bienvenue, monsieur le directeur. On va suivre ce reportage que nous propose Lanciné Bakayoko et on revient. D'accord. Opération Tiroir vide, c'est le slogan de cette vaste campagne de sensibilisation effectuée à l'intention des populations par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dans quelques villes du district d'Abidjan. Sensibilisation relative à l'ACD, au permis de construire ou au contrat de bail. Partout, comme ici à Grand Bassam, les nouvelles procédures ont été vulgarisées, notamment la réforme liée à la copropriété. Avant, dans un quartier ou une cité, le promoteur pouvait se lever et construire sur un espace commun dans la cité. Désormais, les parties communes seront immatriculées au nom du syndicat et non plus au nom du promoteur, pour éviter les changements de destination, les morcellements préjudiciables aux acquéreurs et aux habitants. Selon le directeur de cabinet Alexandre Kwame, l'ACD est le seul et unique acte qui confère la propriété sur le domaine foncier urbain. Il est délivré dans l'espace urbain, sur les terrains issus de lotissement approuvé ou non. Et les demandes d'ACD sont reçues au guichet unique du foncier. Grand Bassam marque l'épilogue de cette première grande campagne de sensibilisation qui devrait se poursuivre dans les villes de l'intérieur, probablement dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Lanciné Bakayoko. Alors, monsieur le directeur, vous êtes le directeur du guichet unique du foncier. Il faut dire qu'au ministère de la Construction, il y a 2 guichets uniques. Il y a 2 guichets. Le vôtre est chargé du foncier. Exactement. Il y en a un autre pour le permis de construire. Le permis de construire. D'accord. Le vôtre, donc, guidé pour rendre moins longues les procédures. Moins longues et moins difficiles. C'est tout à fait. Le guichet unique du foncier a pour vocation, justement, de recevoir le public, de recevoir, d'être le lieu de contact entre les populations et le ministère de la Construction. Et donc, en 2016, est sorti des entrailles du guichet unique du foncier, le guichet unique du permis, qui aujourd'hui s'occupe du permis et qui reçoit tout le public, tous les usagers qui viennent pour faire le permis de construire. Voilà. Combien de temps aujourd'hui, monsieur le directeur, combien de temps aujourd'hui faut-il à un usager, pour obtenir son document? Ça dépend du document. Si c'est un ACD, voilà, l'ACD c'est 6 mois, maximum 6 mois.
Sûr, hein? Sur 6 mois. 6 mois. Voilà. Il faut savoir que votre département ministériel n'est pas seul intervenant dans l'obtention, hein, dans la délivrance de l'ACD. Tout à fait. À l'intérieur du pays, il y a 3 ministères qui interviennent. À Abidjan, c'est 2 ministères qui interviennent. À l'intérieur du pays, du fait que le ministre de la Construction ait délégué ses prérogatives au préfet, ce sont les préfets qui signent l'ACD. Donc le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Ensuite, la conservation foncière et le cadastre qui sont des démembrements de l'administration fiscale, c'est-à-dire de la Direction générale des impôts. Et évidemment, il y a le ministère de la Construction. Les dossiers sont déposés au guichet unique du foncier et instruits par, par le directeur régional ou soit par le directeur départemental ou le chef de secteur ou les sous-préfectures. Et donc, nous ne sommes pas les seuls à intervenir dans le traitement des actes du foncier. Et on ne peut pas corriger cela, faire un peu comme le guichet unique du permis de construire, où tous les acteurs se retrouvent sur le même espace pour que ça évite peut-être même que les 6 mois vont s'avérer trop longs. Tout à fait. Nous sommes dans une logique, c'est le travail justement qui est accompli par le ministre Bruno Nabagné-Koné, qui essaye tant bien que mal de faire d'opérer quelques changements à ce niveau. Et il y a des changements qui sont allés vite. Tout à l'heure, je parlais des SICFU. Oui. Mais au niveau du guichet unique du foncier véritable, que nous appelons de tous nos voeux, ce n'est pas encore effectif parce que tout simplement, il y a encore quelques ajustements à faire. Et les 2 ministres se sont rencontrés 2 fois déjà, le ministre du Budget et le ministre de la Construction. Ils se sont rencontrés 2 fois et ils ont même matérialisé cela par un arrêté interministériel qui permet de créer la chaîne foncière et qui permet également aux 2 entités de se parler. Mais déjà, nous sommes en train d'intervenir sur la même plateforme. Nous sommes en train d'intervenir sur la même plateforme digitale. Et actuellement, nous sommes en train de faire le SICFU. Nous n'avons pas encore terminé. Et eux, ils sont en train de faire le impôt. Et donc, je pense que nous allons nous retrouver et puis faire vraiment l'injonction. C'est donc en bonne voie. C'est en très bonne voie. En ce qui concerne les coûts de l'ACD, ce n'est pas très élevé, hein, a priori. Non, c'est 100 000 francs pour Abidjan, Yamoussoukro, 70 000 francs les départements, exactement. 30 000 francs pour les sous-préfectures. Mais ce qui est un peu élevé, ce dont se plaignent un petit peu les usagers, c'est plutôt les frais d'aliénation. Non, les frais d'aliénation ne sont pas totalement élevés parce que les frais d'aliénation, c'est une commission mixte qui fixe les frais d'aliénation. Les frais d'aliénation ne sont pas élevés, mais c'est plutôt les taxes. Les frais de conservation, les frais de publication. Qui sont annexés à l'annexe fiscale, qui font que généralement les usagers se plaignent. Mais on leur dit toujours que ça dépend de l'endroit. Quand vous avez une maison, vous avez un terrain à Niaman ou bien à Bobo Ndotré, ce n'est pas du tout la même chose quand vous êtes aux 2 plateaux ou bien que vous êtes vraiment dans une zone balnéaire comme à Sini, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est en fonction de l'endroit que vous avez choisi que les frais, c'est à la valeur vénale que c'est calculé par l'administration fiscale et c'est par rapport à l'emplacement de votre lieu d'habitation ou bien le terrain choisi que vous payez les frais d'aliénation. Les frais d'aliénation. Et les frais de publication. De conservation. Et de conservation. Des frais d'aliénation à ne pas confondre du tout avec la valeur vénale. Vénale, absolument. Tout à fait. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez le sentiment d'être incompris des populations? Nous avons le sentiment d'être incompris. Mais je vais dire que le ministre Bruno Nabagné, lorsqu'il est arrivé en 2018, il a fait le constat. Et quand il a fait le constat, il a demandé à ses services d'abord de traiter les actes. Et donc nous avons fait un diagnostic qui montrait qu'il y avait 40 000 à 50 000 actes
qui restaient dans nos tiroirs, d'où l'opération tiroir. Non, parce que tout simplement, il y avait des lotissements qui n'étaient pas approuvés, il y avait aussi des lourdeurs administratives, il y avait aussi beaucoup d'actes qui étaient, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la seule administration qui traitait. Et donc, le ministre a d'abord essayé de motiver, de galvaniser ses troupes. Il nous a galvanisés à travers l'opération d'optimisation de la délivrance des actes, OPDA. Et c'est à travers cette opération, nous avons traité de 2019 à 2020 près de 50 000 actes. Aujourd'hui, le ministre nous a donné des instructions claires de traiter les dossiers sur un stock de 2000 à 3000 actes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 5 000, 6 000 actes au niveau de nos tiroirs. C'est-à-dire de 40 000 avant l'avènement du ministre, 40 à 50 000, vous êtes aujourd'hui à 2 000, 3 000. 3 000. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce à dire qu'avant vous, ils n'étaient pas suffisamment motivés? Non, ils étaient motivés, mais le ministre, vous savez, c'est quelqu'un qui a, je vais dire, l'autorité nécessaire, mais surtout, il a la pédagogie nécessaire. Il a parlé à ses troupes, il leur a demandé que nous sommes une équipe, nous devons réussir ensemble. Et pour réussir ensemble, il faut qu'on change un peu l'image que les gens ont de nous, l'image que les usagers ont du ministère. Et justement, pour changer cette image, vous avez décidé d'organiser des journées portes ouvertes que vous avez initiées récemment dans les différentes communes d'Abidjan. Et justement, pour changer, pour redorer le blason du ministère de la Construction, pour changer cette image qu'on a de nous, le ministre de la Construction, c'est lui qui a conçu ce concept d'aller vers les gens, de faire une sensibilisation de proximité. Et c'est cette sensibilisation de proximité que nous avons commencé depuis l'année dernière. En octobre jusqu'en novembre, nous avons parcouru pour la première édition 4 localités. Nous sommes allés à Yamsokro, Daloa, San Pedro, oui. Et donc nous avons fait ces villes, Korogo aussi, ces 5 villes. Et cette année, nous avons décidé de parcourir le Grand Abidjan, notamment les communes de Bingerville, Cocody, Koumassi, Port-Boué, Bonois et Grand Bassam. Et nous avons terminé en apothéose à Grand Bassam. Des journées portes ouvertes, donc meublées de stands pour vulgariser les produits du ministère. Et ces produits, c'est l'ACD, le permis de construire, le contrat de bail à usage d'habitation. Exactement. Donc nous avons fait des stands, c'est-à-dire que nous avons la journée porte ouverte, c'est trois concepts. C'est le premier concept, c'est de présenter nos process, nos procédures à la population, pour que la population suive ces process-là, parce que la population est très méconnaissante de ces procédures. Et le deuxième concept, c'est de dire que nous avons des dossiers, vous avez des dossiers chez nous, venez vers nous. Si ces dossiers ne sont pas traités, parce que déjà on appelle les usagers, on leur envoie des SMS, on leur envoie des mails pour les informer sur l'évolution du traitement de leur dossier. Mais si tout cela ne suffisait pas, venez chez nous. Si vous estimez que votre dossier n'a pas été traité dans le délai imparti, et nous allons nous faire fort de vous expliquer. Il faut dire que les populations ont même accès aux différents directeurs. Exactement. Oui, ils peuvent être reçus directement par vous, les premiers responsables. Exactement, parce que le ministre nous a instruit de prendre chaque jour, un jour dans la semaine pour recevoir du public. Vous-même, les premiers responsables. Nous-mêmes, les premiers responsables, les directeurs généraux, les directeurs centraux, même les chefs de service. Il y a un jour dans la semaine où nous recevons les usagers. Et le SICFU a été présenté aux populations. Le SICFU, c'est le système intégré de gestion du foncier urbain qui a commencé depuis 2017. Aujourd'hui, le SICFU va nous permettre de révolutionner vraiment le traitement du foncier urbain. Il va nous permettre surtout de sécuriser et d'accélérer le traitement des actes, le SICFU. Et donc, oui. Quelles ont été les réactions des populations? Les réactions, nous avons, partout où nous sommes passés, nous avons rencontré vraiment de l'enthousiasme
Vous voyez sur les images, nous avons rencontré des populations qui avaient soif de connaissances, qui avaient soif de nous rencontrer. Et nous aussi, nous y sommes allés vraiment avec beaucoup de joie. Et nous avons parcouru ces 5 localités avec toujours l'envie d'expliquer toutes nos procédures. Et les populations nous ont posé beaucoup de questions. Et souvent, c'est des questions simples. C'est des questions très simples. Certainement des questions aussi sur le contrat de bail. Oui, sur le cette contrat loi de bail. du 26 juin, le 26 juin 2019, c'est donc 2 mois de caution. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. 2 mois d'avance. C'est vrai que c'est un peu rare d'en trouver un peu plus, mais il en existe quand même, monsieur le directeur. Nous avons notre centre d'appel, 1360. Si vous avez des cas comme ça, vous nous appelez. D'accord. Et vous pouvez venir vous plaindre aussi à notre direction des affaires juridiques en passant par le guichet unique du foncier. Le 5e mois pour l'agence, c'est normal? Non, dans le code, il est clair que c'est facultatif. C'est un élément dedans, il y a une disposition qui permet, qui est facultatif. Et là aussi, ça dépend du locataire. Si le locataire passe par une agence, évidemment, il faudrait rémunérer l'agence. Mais c'est pour cela que dans le code, c'est l'usager ou le locataire peut avoir recours à un expert immobilier, à un agent immobilier pour s'acquérir une maison. Et quand les contrats ne sont pas respectés, vous l'avez dit, vous avez un numéro vert, le 1360. Oui. On peut même vous adresser un courrier à la direction juridique du ministère. Et puis, un exemple, quand votre propriétaire fait une augmentation de loyer avant 3 ans, par exemple, c'est un problème, vous pouvez le dénoncer. Absolument le dénoncer. Il suffit simplement de saisir un commissaire de justice qui le constate et puis, la procédure va s'enclencher. Quand cette augmentation est au-delà de 30%. 30%, exactement. C'est aussi c'est un abus, motif. C'est un motif de saisine des juridictions, des différentes juridictions, mais c'est aussi une occasion de saisir aussi le ministère de la Construction. Et les sanctions, quelles sont-elles? Non, les sanctions sont nombreuses. Elles vont de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. Et ça, c'est, par exemple, pour ceux qui ne respectent pas du tout, pour le locataire aussi qui ne respecte pas le contrat de bail aussi, il peut être contraint à partir de la maison. Et on peut l'expulser de la maison et puis on peut aussi l'amener aussi à être condamné, etc. Donc tout ça, c'est dans le contrat de bail. Voilà. Le numéro, c'est bien 1360. 1360. 1360. Voilà. Et puis, avec les innovations, il faut, le SIGFU, vous en avez parlé, les SMS aux usagers, et surtout faire savoir que chaque usager peut désormais suivre l'avancée de son dossier à distance depuis chez lui. Il y a un système workflow, comme vous l'avez dit, c'est un système workflow, et donc qui est, dès que vous êtes acquitté des frais de dépôt, il y a un numéro login qui vous permet de suivre à distance votre dossier. Mais en même temps aussi, nous avons des services, nous avons un service de suivi, d'évaluation des dossiers qui permet aussi de vous informer de temps en temps, chaque semaine au moins, on vous informe sur vraiment l'avancement de votre dossier. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas tous ces SMS, si vous n'avez pas eu d'alerte, si vous n'avez pas eu d'informations, vous venez chez nous et nous vous donnons des informations. Merci. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Monsieur Coulibaly, Ousmane Coulibaly, directeur du guichet unique du foncier. Je rappelle que vous êtes venu nous dresser le bilan de la 2e édition des journées portes ouvertes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bilan très, très positif selon vous, très, très positif. Et je le rappelle, opération très appréciée donc des populations qui ont pu avoir directement des réponses à leurs préoccupations et qui ont même pu rencontrer des professionnels du cadre bâti. Absolument. Absolument. Vive la prochaine édition. Donc, merci à vous et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine. Merci.